Minuit moins 3. On a beau être technicien de la radio, on est ému lorsqu'il s'agit de la proclamation d'une indépendance de la République du Dahomey. Peuple dahoméen, je proclame solennellement l'indépendance du Dahomey. Mon commandant, pourquoi ce coup d'État? Le coup d'État, je vous ai dit, le Dahomey est trop petit pour avoir 3 présidents. Et sous l'éclairage des principes invincibles du marxisme-léninisme, désormais donc, notre chère patrie s'appellera la République populaire du Bénin. Nous prenons à témoin le peuple béninois tout entier en affirmant solennellement notre engagement à faire mettre en œuvre toutes les décisions issues des travaux de la conférence nationale. Je peux vous avouer que aller au charbon et vaincre la fatalité avec mes concitoyens est désormais mon défi ultime. Devant Dieu, les mânes de nos ancêtres, la nation est devant le peuple béninois, seul détenteur de la souveraineté. Nous, Patrice Athanase Guillaume Talon, jurons solennellement de respecter et de défendre la Constitution que le peuple béninois s'est librement donnée, de consacrer toutes nos forces à la recherche et la promotion du bien commun, de la paix et de l'unité nationale. Monsieur le Président de la République. C'est parce qu'il y a un problème entre Patrice Talon et Aïboni. La guerre entre l'ancien président et moi est en train de pourrir l'environnement politique au Bénin, même l'environnement social, en train de pourrir même la paix et la quiétude, la concorde. C'est dommage. Il vaut mieux perdre le temps et trouver une solution juste à ces problèmes que de vouloir gagner le temps et perdre sa vie ou faire perdre la vie aux autres. Bonjour à tous, ici c'est Axel, et si vous me suivez déjà sur cette chaîne, vous savez qui je suis et ce que je fais. Si vous ne me suivez pas encore, moi c'est Axel Gaou, béninois résident actuellement au Japon, faisant des études en ingénierie électrique et électronique. Et je suis aussi scénariste BD, et notamment sur ma chaîne ici, je mets en avant mes bandes dessinées que j'ai scénarisé, que je fais faire, ainsi que de la vulgarisation scientifique et aussi mon vécu au Japon. Mais je fais cette vidéo pour vous parler d'un tout autre sujet et qui décale complètement avec ce que je mets en ligne sur cette chaîne. C'est dû au contexte très urgent et même en cours au moment où je suis en train de tourner cette vidéo, que je fais sortir cette vidéo. Peut-être qu'elle n'est pas aussi urgente, peut-être que, je sais pas, la gravité du contexte peut-être ne demande pas, je ne sais pas, mais j'ai eu une envie de partager quelque chose. J'ai eu une envie de partager, de parler
d'abord à mes compatriotes, béninois, et qu'on revoie ensemble euh, l'histoire du Bénin, l'histoire de notre pays. Mes chers amis, chers compatriotes, le Bénin n'est pas un pays très connu à l'international. Si vous avez l'opportunité de voyager en dehors de l'Afrique de l'Ouest, ailleurs en Afrique, en Europe, en dehors de la France, la Belgique, si vous allez aux Amériques et notamment en Asie, le Bénin n'est pas un pays très connu. Néanmoins, le Bénin, peut-être il y a un mot que beaucoup de personnes connaissent dans le monde entier sans savoir forcément son origine, c'est le vaudou. Voodoo, comme c'est dit en anglais, bon, le vaudou, si on doit dire ça dans notre langue, le fongbe au Bénin. Et bon, le vaudou qui n'a pas bonne presse, qui, dans l'imaginaire étranger, est sorcellerie, fétichisme, porteur de mal, porteur de désagréments, c'est noir. Or, le vaudou, ça veut dire puiser dans la tranquillité, puiser dans le confort. Vaud, c'est être tranquille, être à l'aise, et doum, ça veut dire puiser en langue fongbe. Donc le vaudou, en fait, c'est une manière d'être, c'est une manière de penser, c'est une manière de voir le monde qui prône l'harmonie et qui peut trouver son équivalent dans le Shinto japonais. Le Shinto, la voix de l'âme, la voix de l'esprit. Si je fais l'étymologie du japonais également. Le vaudou, en fait, c'est la paix, c'est la tranquillité. Et c'est même ça de base même. Et c'est cette spiritualité qui s'est exportée à Haïti, au Brésil notamment, et dans d'autres parties des Amériques. Une spiritualité que l'on partage avec le Nigeria et le Togo notamment, mais notamment le Nigeria avec les Fon et les Yoruba. Et moi, je suis Fon. D'ailleurs, pour ceux qui s'intéressent au football de sélection, ce vendredi, il y a eu les tirages au sort pour les groupes de la Coupe du Monde de football, Coupe du Monde de football FIFA. La FIFA, la Fédération Internationale de Football Association. Savez-vous que FIFA, c'est aussi un terme au Bénin, un terme dans la langue fon, et qui veut dire la paix. FIFA, si vous allez au Bénin et que vous dites FIFA, FIFA c'est la paix. Et le FIFA, Fa, c'est ce qui est cool, ce qui est léger, ce qui est paisible, ce qui est... c'est la fraîcheur. C'est la fraîcheur. Et ça va au-delà d'une simple expression parce qu'il y a un concept très profond, quasiment, comment vais-je dire, je n'ai pas les mots, à la mesure du mat de Kemt de l'Égypte antique, qu'on appelle le Fa-Ifa, partagé entre les Yoruba et les Fon. Le Fa-Ifa, qui est un concept qui permet de toujours dans le vaudou, d'aller trouver l'essence de l'âme, l'essence des personnes, l'essence des destinées. Et on peut passer par de la géomancie notamment, les lignes tracées dans le sable, donc géo, terre, mancie, essayer de lire, essayer de deviner, essayer de prédire l'avenir des gens. C'est pas du tout de la magie, c'est pas diseuse de bonne aventure, non, 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 c'est vraiment un concept, une spiritualité qui a guidé des nations africaine de l'Ouest, passant par l'empire d'Oyo, l'empire du Dahomey, et je cite. Donc, et le Fa dont j'ai parlé, c'est la tranquillité, c'est ce qui est paisible. Donc, Vodun, Fa, FIFA, tous ces concepts, en fait, en réalité, montrent que le Bénin, leur lieu d'origine, est une terre de paix. C'est là que je veux en venir, une terre de tranquillité, une terre de paix. Et cela se reflète même dans l'histoire de ce pays, de mon pays, de notre pays. Le pays n'est pas très connu, à part quelques personnes célèbres comme la chanteuse Angélique Kidjo, qui est établie aux États-Unis et qui est célèbre, qui est même qui a le record même de Grammy Awards dans la catégorie musique du monde, connue pour
un compositeur de musique électronique qui n'est pas très connu aujourd'hui, mais qui s'appelle Wally Badarou, pour lequel j'ai même fait une vidéo qui est sur ma chaîne YouTube actuellement, et plein d'autres artistes qui sont assez connus en Afrique, pas forcément ailleurs dans le monde, et des personnes formidables qui font des choses formidables au Bénin et ailleurs dans le monde. Mais on n'est pas très connus. Et voilà, il y a une nouvelle qui tombe et je voudrais en parler sous le spectre de l'histoire du Bénin, ce pays de paix, ce pays de calme. Mais comment ce pays de paix, ce pays de calme, en fait, si calme que rien ne s'y passerait, tombe dans les actualités comme le théâtre de coup d'État militaire. Un coup d'État militaire, des coups d'État militaires, le Bénin en a connu, ou plutôt le Dahomey en a connu. Nous avons eu notre indépendance car nous avons été colonie, comme pratiquement tous les pays africains, colonie d'une grande nation européenne et dans le cas-ci la France. Et au temps de l'indépendance, donc la fameuse année 1960, donc le Bénin prend son indépendance, 1er août, et on s'appelait Dahomey, colonie du Dahomey. Dahomey qui est le nom de l'ancien royaume, le plus grand royaume qui était dans l'actuel sud du Bénin, le royaume du Dahomey, ou en fait le royaume du Dahomey. Et c'est le royaume construit par les peuples Fon et associés. Et moi je suis de nation Fon ou d'ethnie Fon. Et c'est donc le Dahomey, mal prononcé par les Français en Dahomey, qui va donner le nom à la colonie qui sera indépendante sous le nom de République du Dahomey et qui englobe plusieurs peuples autres que les Fon ou les Adja ou les peuples du Sud, les peuples du Nord également. Et le Dahomey, pays nouvellement indépendant, va connaître des soubresauts politiques qui s'expliquent par son histoire coloniale. L'histoire coloniale du Bénin est une histoire très peu racontée, très peu étudiée, très peu présentée, où les pays des côtes du golfe du Guinée ont été colonisés du sud vers le nord, le colon pacifiant d'abord la partie qui sera le sud de la colonie avant de se projeter vers les parties qui seront vers maintenant la savane, vers le Sahel, proche du désert. Donc ça a été ce que les Français ont fait. Les Britanniques ont fait pareil avec l'actuel Nigeria et l'actuel Ghana, et les Allemands l'ont fait avec le Togo également. Donc c'est se baser sur le sud pour aller conquérir finalement le nord. Prendre le sud comme base, conquérir d'abord le sud proche de la côte et prendre ça comme base arrière pour aller finaliser leur conquête du nord durant la ruée vers l'Afrique de la fin du 19e siècle. Et cette façon de faire, ils vont la perpétuer dans l'administration qu'ils vont mettre en place, n'est-ce pas? Notamment dans l'AOF, l'Afrique occidentale française, et notamment dans la colonie du Dahomey, les colons français vont se baser sur la population du Sud comme supplétif pour gérer cette administration. C'est ceux qui aident le colon blanc, le boss blanc. Et les populations du Nord qui ont été un peu plus tardivement intégrées dans cette colonie, dans cet ensemble-là, vont être il y a un décalage, elles seront un peu délaissées. Donc je paraphrase, je somatise, mais c'est à peu près ce qui s'est passé, notamment au Bénin. Et donc, durant cette colonisation qui va durer peu ou prou 70 ans, donc on est à la fin des années 1890 jusqu'à 1960, donc à peu près 60-70 ans, l'administration va se faire ici et on va avoir une élite coloniale qui est plus issue des populations du Sud, Fon, Gon, Yoruba, plus que celles qui sont du Nord. Il y en a très très peu. Après la Seconde Guerre mondiale, lorsque le mouvement de décolonisation va débuter, surtout à partir de la fin des années 1940, début 1950 en Afrique, ceux qui ont porté cette voie de décolonisation sont des intellectuels africains qui étaient des parlementaires français dans le cadre de l'Afrique, dans le cadre des colonies africaines. Donc c'était des politiciens qui
siégeaient à l'Assemblée française durant la 4e République. Et donc, majoritairement, ils étaient du Sud, notamment M. Souran Migan Apiti, M. Émile Dernier Zissou, M. Justin Tometi Aramondegbe, et l'exception sera M. Hubert Maga, qui était le seul vrai ressortissant de la partie dite du Nord, qui était plutôt Bariba, ou le nord du pays. Et ça a créé ce cadre. Au Bénin, cette histoire coloniale donc, va se matérialiser de cette façon et pas forcément durant le concept colonial. Durant le temps colonial, ce concept, l'ethnicité, la différence ethnique, n'était pas un facteur clé et n'était pas un facteur pour choisir qui sera tel élu dans l'administration coloniale, dans le Parlement français. C'est, comme je l'ai expliqué, du fait de la façon dont l'élite était plus localisée au Sud, parce que le Sud était la base arrière pour la conquête de la partie Nord par les Français. Mais dans le moment de décolonisation, au départ, c'était quelque chose de commun entre toutes les colonies au sein de la grande Afrique occidentale française, où il y avait un parti qui réunissait, qu'on soit à l'époque soudanais, sénégalais, ivoirien, guinéen, dahoméen, voltaïque, nigérien. C'était le même ensemble fort qui a mis des revendications qui ont de proche en proche poussé les Français à décider d'accorder l'indépendance de façon graduelle, pas tout de suite, de façon graduelle. Et lorsque la décision pour les Français, l'administration coloniale française d'accorder cette indépendance au pays va venir, il fallait organiser rapidement le passage de colonies à des républiques qui seront indépendantes. Et la plupart des colonies en Afrique de l'Ouest vont se constituer en république en 1958-1959 pour atteindre cette indépendance en 1960. Et donc, pour le faire, il fallait que chaque colonie donc, se constitue. Et donc, des partis politiques localisés, limités à ces nouvelles républiques vont naître. Et malheureusement, vraiment malheureusement, au Dahomey, les partis politiques, les leaders politiques que j'ai cités, entre autres, M. Maga, Aramondegbe, Apiti, Zinsou, ces partis politiques auront des conséquences ethniques. On dira le parti de tel est à plus de personnes qui viennent de telle ethnie, et ainsi de suite. Donc, je ne sais pas si c'était un processus naturel, mais les leaders qui ont fondé le parti, il s'est avéré que ceux qui étaient plus des adhérents de ces partis-là étaient de leur ethnie. Voilà. Et donc, à l'accession à l'indépendance, il va falloir décider de comment diriger le pays. Et malheureusement, les élites intellectuelles africaines ne savent pas gérer, n'ont pas su s'entendre, particulièrement Dahomey, pour former des vraies coalitions. Il y aura des coalitions en réalité, mais c'était des coalitions qui étaient éphémères et qui vont finir par imploser. Donc, à l'indépendance, les partis des quatre grands du Dahomey, le parti de M. Aramondegbe, de M. Maga, de M. Apiti et de M. Zinsou vont vouloir proposer un premier ministre en 1959. C'est ce premier ministre qui va permettre la transition vers l'indépendance. Il fallait faire une coalition. Il n'y avait pas d'élection. Il fallait juste faire des coalitions, et s'il y avait des élections, je pense que c'était des sortes de nominations, n'est-ce pas? Mais voilà, chacun voulait se mettre en avant. Et au finish, c'est M. Maga, c'était M. Apiti qui était celui qui avait le vent en poupe, qui était le leader, si on peut, enfin, pas le leader, c'était celui qui avait longtemps siégé pour la place de la colonie du Dahomey au Parlement français, dans l'Assemblée française 4e République. C'était M. Apiti. Et on pourrait penser que finalement, celui qui sera Premier ministre, donc premier président du Dahomey, sera M. Apiti. Mais ça ne s'est pas passé comme ça. M. Aramondegbe, notamment, s'est associé à M. Maga pour faire une coalition qui allait être défavorable à M. Apiti. Et lorsqu'ils ont fait cette coalition, c'est M. Maga qui a été désigné à la tête de cette coalition-là. M. Maga
a été Premier ministre en 1959 et c'est en qualité de Premier ministre qu'il va déclarer l'indépendance du Bénin le 1er août 1960 et quelques mois plus tard, en décembre, il y aura des élections législatives qui vont porter cette coalition Maga Aromandegbe qui va faire de M. Maga le premier président officiel du Bénin. Pourquoi j'ai pris du temps pour expliquer ça? C'est le côté déjà instable dans la politique dahomienne d'alors, des partis politiques existants, oui, et qui vont se bâtir sur un fond malheureusement ethnique. Voilà. Et ça va rapidement dégénérer. Parce que le parti, si je me rappelle bien, je me rappelle plus, mais je savais que le parti de M. Maga était UDD, Union démocratique dahomienne, et la coalition avec M. Aromandegbe donnait un parti qui visait à être une partie unique au Dahomey. Et ça a duré le temps de quoi? À peine 2 ans et demi. Et il y aura des troubles qui vont commencer par apparaître au Dahomey. Et ainsi, en octobre 1963, il y aura eu le premier coup d'État militaire au Dahomey. Coup d'État qui devrait résoudre la crise politique qui était à la tête du pays. N'est-ce pas? Et c'est ce que ce coup d'État va faire parfaitement. Il y aura un coup d'État par l'aide de camp de monsieur du président Maga, M. Christophe Souglo, qui va démettre le président. Donc M. Maga et Aromandegbe qui faisait partie de son gouvernement, ils ne s'entendaient pas. Et il y aura une transition jusqu'en janvier 1964 pour de nouvelles élections législatives. Je ne vais pas aller dans les détails. Ce schéma va se répéter. Une coalition de partis politiques qui vient au pouvoir, qui les élites ne s'entendent pas, et elles sont démises, et ça crée un trou politique qui finit par un coup d'État. Et donc, ce faisant, entre 1963 et 1969, oui, 1969, 1970, entre 63, 1969, 1970, donc à peine 7 ans, le Bénin va connaître jusqu'à 5 coups d'État, si je me rappelle, en 1963, en 1965, en 1967, en 1969. Donc je suis à 4 coups d'État, n'est-ce pas? Et il y aura encore un autre coup d'État en 1972. Donc le Bénin va connaître en moins de 12 ans 5 coups d'État faits par des militaires pour essayer de résoudre des problèmes à la tête du pays d'ordre civil. Et je vous ai expliqué quel était le concept par rapport à ça. Et ça, c'était le Dahomey. C'était l'absence de paix qui, normalement, devait venir du pays de la paix, le Dahomey. Il faut dire qu'en 1967, donc fin 1967, les militaires vont essayer de tout faire pour donner le pouvoir aux civils. Mais ils ne vont plus laisser des partis politiques gérer le pays. Ils vont décider directement d'aller voir des civils, des personnalités, et que ces personnalités soient directement élues à la tête du pays. La première élection présidentielle au Bénin aura lieu en mai 1969, et ça sera un échec. Un échec parce que les militaires vont juger que la participation n'est pas importante et qu'il y avait trop de troubles. Donc, ils vont annuler cette élection en mai 1969 et ils vont finalement désigner le 4e larron de la vie politique béninoise, qui est M. Émile Delain Zissou. Ils vont lui dire d'accepter donc de gérer le pays le temps que la crise politique et économique soit gérée. M. Zissou va accepter, faire même un référendum pour publiciter sa cause. Je ne sais pas sur quelle base du référendum c'est fait, mais il a voulu le faire et ça a été approuvé. Mais en 1960, un an et quelques mois plus tard, en 1969, décembre 1969, un nouveau coup d'État militaire va être fait contre lui. La raison, toujours des manigances politiques, souvent civiles et militaires. Mais n'empêche, les militaires, malgré ce coup d'État, ils vont vouloir toujours remettre le pouvoir aux civils. Ils vont essayer encore des élections en juin 1970. Ça n'a pas vraiment marché. Ça va du tout pas marché. L'élection n'a même pas eu lieu pour dire qu'il y a eu on a eu des résultats. On va faire table rase et ils vont proposer quelque chose de très particulier. Je ne sais pas si ça s'est passé ailleurs dans le monde, mais particulier au Dahomey, un triumvirat. C'est en latin, vira avec T à la fin. Un gouvernement à 3 têtes rotatif, 3 leaders politiques, M. Maga,
ancien président, M. Apiti, ancien président également, et M. Armand Degbe, qui n'était pas encore président, vont se succéder 2 ans, 2 ans, 2 ans. Et à la fin de cette rotation, on décide qui sera le président qui va poursuivre. Bon, M. Magaki a commencé à faire son mandat de 2 ans, comme prévu de 70 à 72. Celui qui a suivi, c'est M. Armand Degbe, qui l'a suivi, et 5 mois plus tard, qu'il soit venu au pouvoir, M. Armand Degbe, il y aura un nouveau coup d'État en octobre 1972. Qu'est-ce qui va encore motiver ce coup d'État? Ça n'allait toujours pas bien. Déjà à l'accession de M. Armand Degbe, Justin Armand Degbe, il y avait, même avant octobre 1972, il y avait soi-disant des tentatives de coup d'État dans le pays, au Dahomey encore. Donc, pendant 9 ans, le pays n'allait vraiment pas bien politiquement. C'était une instabilité chronique à la tête de l'État. Et l'économie aussi en pâtissait. L'économie en pâtissait vraiment. L'économie ne décollait pas. Les militaires, eux aussi, il y a aussi des égos de leur part qui ont fait que, par exemple, il y a un coup d'État en 1905 qui a été le fait d'un militaire contre un autre militaire. Le pays n'a pas pu être géré sur ça, et notamment parce que cette base politico-ethnique, quand on dit politico-ethnique, c'est-à-dire la politique, la gestion politique et les tensions ethniques se sont superposées, et c'était vraiment pas bien. Et des privilèges, la corruption, déjà à l'époque, exacerbée. En 1972, en octobre, ce sont des militaires, mais un peu plus jeunes, une faction de l'armée un peu plus jeune, qui va décider de mettre un terme à ce triumvirat, cette présidence tournante de 2 ans. Et c'est à la tête de cette faction-là que va émerger sur la scène M. Mathieu Kérékou. Il n'était pas seul. Il avait d'autres militaires, M. Assoba notamment, et d'autres. Mais c'est lui qui sera la figure de proue. Octobre 72, le coup d'État militaire qui sera le dernier coup d'État militaire au Dahomey. Ce sera le dernier coup d'État militaire réussi, je rappelle, le dernier coup d'État militaire réussi au Dahomey, au Bénin. Et le vrai, en fait. Ce qui en s'en est suivi, c'est ce qui est connu au Bénin sous le nom de la Révolution. La Révolution n'est pas venue rapidement. Je dirai très vite là-dessus. En 72, coup d'État, les présidents sont arrêtés, les leaders politiques sont arrêtés. En novembre qui suit, les militaires annoncent ce qu'ils ont appelé un discours programme. Genre, ils annoncent 1 mois après le coup d'État ce qu'ils vont faire, ce qu'ils pensent vouloir faire. 2 ans plus tard, en 1974, ils vont annoncer que le pays sera désormais un pays qui va suivre la logique socialiste, marxiste-léniniste, sous les pays de l'Est, dits de l'Est, URSS, Cuba, etc. Et 1 an plus tard, ils vont changer le nom du pays, du Dahomey en Bénin, et vont changer le drapeau. Ce drapeau-ci, qui était le drapeau à l'indépendance, à un drapeau révolutionnaire vert avec une étoile rouge. Voilà pourquoi il y a la place de l'étoile rouge à Cotonou. Le but des militaires, et ça c'est mon point principal, le but des militaires, c'était même pas les militaires qui ont eu ce plan-là. C'était en fait des civils, toujours, mais qui ont été associés militaires et qui ont mûri pendant quasiment 3 ans, 2 à 3 ans, ce plan. En 1974, la décision que le Bénin soit un pays socialiste n'est pas vraiment de Mathieu Kérékou, qui ne se connaissait en rien en socialisme, mais de jeunes étudiants qui avaient déjà des syndicats à l'époque de l'instabilité politique au Dahomey, fin des années 60, et qui vont proposer donc aux militaires de prendre la voie du socialisme. Le Congo-Brazzaville aura fait déjà pareil en 1969 déjà. Donc le Bénin s'y met à partir de 1974, socialisme, parti unique, première fois, et national. La volonté était vraiment d'en finir avec l'instabilité politique. Donc le pouvoir ne sera plus remis aux civils. On aura un gouvernement militaire, mais des civils aussi seront associés quand même, et qui va prendre le pouvoir, et qui va vouloir de l'unité nationale, vraiment de l'unité nationale. Et
pour ce faire, ils vont débaptiser le nom de Dahomey, qui avait une consonance vraiment du sud, puisque je vous ai dit que c'est le royaume du Dahomey au départ, qui était au sud, en donnant un nom panafricain. Parce que le nom Bénin vient de l'empire du Bénin qui se trouve dans l'actuel Nigeria, l'empire Edo, qui n'a rien à voir avec les populations actuellement du sud du Bénin, Fon, Adja, Yoruba. Quoique les populations qui ont créé le royaume du Bénin, les Edo ou Itsekiri, bon, qui parlent la langue Itsekiri, ou Edo ou Essan, sont un peu proches des Yoruba, on va dire, et des Igbo aussi. Mais ça, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Mais c'est pour dire que c'est plus localisé au Nigeria. Mais par souci de panafricanisme, comme le Mali l'a fait, comme le Ghana surtout l'a fait, parce que le Ghana prend le nom de l'empire du Ghana, qui n'a rien à voir avec la Gold Coast, majoritairement Ashanti au sud. Le Bénin prend le nom, le Dahomey prend le nom du Bénin, grande civilisation, et d'ailleurs la côte s'appelle le golfe du Bénin, entre le Nigeria et le Dahomey Togo. Donc on va juste récupérer le nom de ce golfe-là, golfe du Bénin, on récupère et on s'appelle Bénin. Pas logique, pas africaniste, et aussi par souci de vraiment faire table rase de toutes ces tensions ethniques. La révolution sous Mathieu Kérékou va réussir son objectif de stabiliser le pays. Après ça, le pays sera vraiment stable. Il y aura tout au début, de la fin des années 70, quelques tensions internes au sein du comité révolutionnaire qui va aboutir à quelques affaires, quelques scandales, mais rien de durable. Et en 1977, une constitution, ça va prendre 5 ans, mais une constitution sera mise en place en 1977, et c'est cette constitution qui sera la constitution de la révolution, et sous laquelle Mathieu Kérékou, sous le parti unique du parti de la République populaire du Bénin, le PRPB, sera réélu, je pense, tous les 5 ans, quelque chose comme ça. Donc, unité nationale, le problème avait été identifié. Unité nationale retrouvée. Et cohésion nationale aussi retrouvée. Travail remis en place, économie redressée. La révolution n'est pas une période de l'histoire du Bénin dont on parle beaucoup. On en parle même très, très peu au Bénin. Et ça, je déplore beaucoup. Ce qu'on ne dit souvent pas, on retient souvent beaucoup d'aspects négatifs de la révolution béninoise. Je ne suis pas là pour faire l'apologie du socialisme. Mais l'économie du Bénin, avant 1900, la fin des années 1970, c'était vraiment décroissante. La révolution va, par des programmes de nationalisation d'entreprises, va vraiment relancer cette économie jusqu'au milieu des années 80. Il y aura vraiment une relance économique tangible. D'ailleurs, il y aura de grands travaux qui seront faits un peu partout dans le nouveau Bénin, l'ancien Dahomey nouveau Bénin. La place de l'Étoile Rouge, la statue du roi Beyoncé à Abomey, la place des martyrs, mais je ne vais pas en parler maintenant, place des martyrs, où il y a une statue d'une Amazone, toujours là, et plein d'autres constructions, vraiment. Et il y avait cette logique vraiment de renouveler le pays, de faire une révolution, Erouzou Dandan, comme on le disait à l'époque. Fast forward, fin des années 80, contexte de crise économique, choc pétrolier, contexte de démocratisation à l'échelle planétaire, surtout dans les pays dits de l'Est. Fast forward, l'histoire est à peu près connue, je ne vais pas m'attarder sur ça. Au Bénin, l'économie va péricliter à partir du milieu des années 80. Les raisons sont multiples, les facteurs sont multiples. Un des facteurs, crise pétrolière, bien sûr, de la corruption à la tête de l'État, par un non-contrôle de l'État lui-même, puisque c'est l'État qui gère tout, et il y avait un non-contrôle des dépenses publiques qui était devenu vraiment exagéré, et il y avait beaucoup de scandales. Et il y avait de l'affairisme qui était rentré dedans, malheureusement, mauvaise gestion. Et aussi les libertés qui avaient été vraiment réduites, sinon réprimées. Quoique, ce n'était pas sanglant. La révolution béninoise, et ça, un point d'honneur, la révolution béninoise n'a jamais été à un niveau sanglant comme on pourrait le penser dans d'autres pays. Il y avait des répressions ciblées sur des gens, mais il faut savoir que c'était souvent comment on appelle ça, du zèle d'agents, de militaires en fait, qui surveillaient. Le pays était surveillé partout, et notamment
la diva Angélique Kidjo va beaucoup témoigner de la période révolutionnaire. Elle va même s'exiler dans les années 80, 83, si je me rappelle bien de ce qu'elle a dit, à cause de cette période qui n'était pas pro-liberté individuelle. Mais il y avait un changement quand même à la tête de l'État, un changement dans le pays, certes. Mais des facteurs ont fait que ça ne va pas durer. C'est une expérience qui a connu son échec. Et je voudrais mettre un point là-dessus. Une expérience, c'est une expérience. Elle est faite pour connaître des échecs. Mais du moment qu'elle a voulu résoudre une situation, elle a son mérite. Et il est bon de pouvoir savoir qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, et d'avancer là-dessus. Je vais y revenir un peu plus tard. À la fin des années 80, donc, l'expérience révolutionnaire ne marchait plus, notamment sur le plan économique. C'est ça qui décide de tout. Il y aura des manifestations. Et Mathieu Kérékou va prendre acte de cela. Fin 1989, il va décider donc d'abroger le socialisme, de dire ok, ça ne marche pas, et de décider de l'organisation d'une conférence pour que toutes les forces politiques sur le territoire et en exil, parce qu'il y avait beaucoup d'exil politiques, se retrouvent et qu'en début 1990, ils décident de réformer l'État. La conférence nationale va se tenir en février 1990, date charnière dans l'histoire du Bénin et date peut-être période la plus importante dont beaucoup de Béninois se rappellent parce que c'est elle qui va apporter comment on le dit, le renouveau démocratique, si on peut dire. C'est-à-dire, il y aura à nouveau des élections, quoique, comme on l'a vu, c'était pas vraiment le cas avant 1972, c'était plutôt chaotique. Mais il y aura, la pluralité politique déjà va revenir, les institutions seront séparées et les bénéfices démocratiques vont venir. Et ça, je tiens aussi à le préciser, ça a été décidé à la conférence nationale béninoise, la conférence nationale des forces vives de la nation, avant les recommandations de la France, lors d'un sommet tenu dans une ville française dite La Baule, en mai 1990. Donc les Béninois ont été pionniers dans la refondation politique de leur État. Face à un problème structurel du pays, où l'État ne fonctionnait plus littéralement, le chef d'État à l'époque s'est dit, pourquoi s'entêter? Ça ne sert à rien de s'entêter. Et M. Mathieu Kérékou a toujours été dans l'idée, avec son coup d'État déjà d'octobre 1972, de trouver une solution à quelque chose qui ne marchait pas. La période avant 1972 ne marchait plus. Trouvons une solution. La période qui l'a suivie finalement n'a plus marché. Trouvons une solution. Et cette solution, il ne l'a pas imposée. Il ne l'a pas imposée. C'était ses collaborateurs et d'autres personnes qui le poussaient à le faire. Beaucoup de chefs d'État, sinon beaucoup de chefs d'État africains à l'époque étaient pour s'accrocher à leur fauteuil présidentiel, avec ce que ça a créé ce que ça a créé dans la plupart des pays limitrophes et d'autres pays d'Afrique, francophones notamment, voire anglophones. Mathieu Kérékou a fait partie de ces rares présidents qui vont se poser, étudier la situation et voir qu'il faut vraiment un changement. Quitte à quitter le pouvoir, ils vont le faire. En février 1990, Mathieu Kérékou est toujours président. Il accepte la tenue de cette conférence qui va durer du 19 au 28 février, donc 9 jours. Les débats vont être intenses, mais personne n'est inquiété. Tout le monde vient, on discute dans ce cadre-là et toutes les décisions qui vont être prises par la suite vont être validées. Une transition va se faire, un premier ministre va être élu durant cette assemblée-là. Ça va durer quasiment 1 an. En décembre de l'année 1990, le 11 décembre, la constitution qui a été rédigée va être soumise à un référendum, soumis au peuple. Le peuple va l'approuver, oui, et c'est ainsi que la constitution du 11 décembre 1990 va être adoptée au Bénin. C'est cette constitution qui aura cours pendant 35 ans. En 1991, début 1991, les élections libres, démocratiques sont organisées, élections présidentielles puis législatives, si je me rappelle bien. Je pense que c'est dans cet ordre. Présidentielle, Mathieu Kérékou se présente. Son premier ministre d'alors de la transition se présente, M. Nicéphore Soglo, et le premier ministre d'alors bat le président. Donc M. Nicéphore Soglo devient le premier président du Renouveau démocratique. Et Mathieu Kérékou prend acte et ne fait pas de bruit et s'en va. Et c'est cette manière de faire qui va rester dans l'âme, je ne vais pas dire de la démocratie béninoise, dans l'âme du pays de la paix.
dans l'âme du pays du FA, dans l'âme du pays du vaudou, l'âme du pays du FIFA. Et cela va continuer tous les 5 ans au rythme des élections présidentielles, législatives, municipales à partir de la fin des années 90, début années 2000. Mes chers amis, je voudrais qu'on se pose et qu'on analyse le Bénin dans toute cette période que j'ai développée, que je voulais rappeler. J'ai vraiment expliqué la période du début après les indépendances parce que c'est assez lointain, déjà 60 ans et voilà. Puis après un peu la révolution, revenir sur la conférence. On a vu qu'il y avait eu des coups d'État au Bénin. Quelle était la raison de ces coups d'État? Quelles étaient les tenants et les aboutissants et quelles étaient les solutions proposées? 90, dans quel contexte 1990 la conférence vient? Que cherche à résoudre la conférence nationale? Et quel est son fruit? À quoi aboutit-elle? Ce sont les questions qu'on doit se poser et de voir l'évolution du pays au plan de vue politique. Il y a eu une réussite formidable au plan de vue politique au Bénin, du Dahomey au Bénin. On a réussi, malgré un début qui était très très mal parti, à en finir avec l'instabilité politique et à aller sur le chemin de l'unité nationale. L'unité nationale n'est pas un acquis facile, notamment pour des anciens pays, des pays nés de la colonisation, des pays qui ont été, c'est très difficile de le dire, mais des pays qui ont été quasiment créés artificiellement, et surtout pour des besoins d'autres nations, les nations européennes. Très difficile d'aboutir à une unité nationale. Et je ne sais pas si nos acteurs politiques, les acteurs politiques qui ont mené la lutte pour l'indépendance à la tête de nos pays, et post-indépendance, si ils ont vraiment pensé à ça et ce qu'ils ont travaillé pour le faire. C'est quoi une unité nationale? C'est quoi une nation? Qu'on se pose pour en parler. Quelles sont les bases d'une nation? On n'en parle pas souvent. Ce n'est pas le sujet. C'est très important parce que l'identité d'une nation, c'est ça qui fait sa constance et c'est ça qui fait que les choses sont pour une nation et uniquement pour cette nation sont des choses inacceptables. Quelle est l'identité de la nation United States of America qui rend pour les États-Unis des choses inacceptables et d'autres facilement acceptables? Quelle est l'identité nationale de la France? Quelle est l'identité nationale du Japon? Quelle est l'identité nationale de la République populaire de Chine? Quelle est l'identité nationale de la Fédération de Russie? C'est des choses que des pays prennent parfois des siècles, vraiment des siècles à définir avant d'arriver à une sorte de stabilité. Donc ce n'est pas un acquis, c'est une construction de tous les jours. Mais c'est des accomplissements, c'est des faits, c'est des accidents parfois qui viennent et qui finissent par faire de ce peuple, pays, peuple, nation, c'est des concepts vraiment, on doit en parler, on doit faire des débats dessus, on doit discuter, n'est-ce pas, pour vraiment savoir et définir ce qui nous définit. Et moi, je parle dans un contexte africain, ouest africain, ce qui nous définit. Je pense que ce qui définit notre pays, déjà, c'est cette construction de notre valeur politique, au travers de la recherche du consensus, de la recherche de ce qui est mieux pour le pays. Et cela est passé, et ça c'est magnifique, j'analyse, cela est passé par une figure qui a su faire naître, fleurir et pérenniser cela, M. Mathieu Kérékou. M. Mathieu Kérékou vient au pouvoir, ce n'était pas quelqu'un qui était avide de pouvoir. Si on en doutait avec la Révolution, son parcours après 1990 le prouve. Lors du mandat de son successeur, il a disparu de la politique, il a littéralement disparu de la politique. C'est quelqu'un qui est originaire du nord-ouest du pays. Il a retourné dans son village. Personne ne l'a entendu jusqu'à la prochaine élection où ce sont les acteurs politiques qui ont voulu qu'il quitte le pouvoir en 89-90. Ce sont les mêmes acteurs politiques, voulez-vous que je cite des noms, qui l'ont ramené, sont allés le chercher littéralement en 95-96 pour le porter contre Nicéphore Soglo. Il est venu, le dictateur d'hier est devenu le plus grand démocrate du pays pendant 10 ans. Il a été réélu en 2001, 96 à 2001 à 2006.
il a montré qu'il voulait vraiment le bien de son pays quand il faisait un coup d'État en 72. C'est pas quelqu'un qui est connu pour son train de vie énorme, euh, à l'image de Thomas Sankara, presque. Et qui, lorsqu'il a senti que le vent tournait, a suivi ce vent qui tournait, est revenu avec la démocratie, a respecté la Constitution et a composé avec les acteurs politiques de l'époque qu'il savait très bien étaient, je n'ai comment le dire de façon très polie, étaient des aventuriers. Voilà. Et c'est M. Mathieu Kérékou qui a su imprimer cela dans l'identité nationale béninoise actuelle. Toujours chercher à discuter avec les acteurs politiques, les intégrer et laisser faire à des moments donnés. Et ça, c'est un point négatif pour le pays. Vouloir le plus grand bien peut engendrer parfois des aspects négatifs, mais il faut savoir peser le pour, le contre, et surtout, il faut prendre l'avis du peuple. Ce que M. Mathieu Kérékou a toujours fait en son temps. Il a su s'entourer de, pas lui seul, l'équipe qui avait à l'époque, s'entourer de civils qui ont pensé que c'était la bonne chose à faire de prendre le socialiste. Ça n'a pas marché. Il s'est tourné maintenant vers le peuple véritablement, avec ceux qui reviennent d'exil, qui disaient qu'il fallait procéder à vraiment totalement au libéralisme politique. Il l'a fait aussi, sans truc. Et 2 mandats faits, non renouvelables, il a quitté le pouvoir sans chercher à modifier la Constitution. Non, il n'en avait pas besoin. Il n'avait pas d'acquis, de chemin, de choses qu'il fallait faire. Non. La Constitution le dépasse lui-même. Il a accepté pour résoudre un souci. Il a été élu dans ce cadre et il est parti dans ce cadre. N'est-ce pas? Et ça, c'est l'acquis qui a défini la nation béninoise dans le fond. Et ça, c'est un homme qui l'a porté. C'est un homme qui a montré l'exemple de par ce qu'il a fait, de par ce qu'il est aussi, M. Mathieu Kérékou. Cela dit, le laisser-faire dont j'ai parlé tout à l'heure des hommes politiques a été vraiment dommageable au pays. La conférence nationale a permis donc de restabiliser le pays. Un manque où ça voulait vaciller et ça pouvait exploser. M. Mathieu Kérékou a su prendre le volant. Mais un pays, ce n'est pas juste que la stabilité politique, il faut aussi il faut que le pays avance, il faut même pas des indicateurs économiques, il faut que le pays vive, crée, n'est-ce pas? Et bien sûr, le pays s'est fait. Le Bénin n'est pas connu, voilà, ça peut parler des particularités du Bénin. Le Bénin n'est pas connu pour être un pays de ressources minières. On n'a pas de pétrole, on n'a pas de grande production à l'exportation brute, contrairement à des pays voisins, pratiquement même tous nos pays voisins. Nonobstant, il existe des pays européens comme la Suisse qui n'ont pas non plus de ressources minières. Même le Japon n'en a pas. Je suis bien placé pour le savoir. Ma filière traite de l'énergie. Et dans des cours, c'est vraiment ça. Le Japon importe la majeure partie de ses sources d'énergie. Et pourtant, anciennement dans les années 80, deuxième puissance économique, je pense troisième ou quatrième actuellement. Donc le Bénin en tant que pays africain, économie dominée comme on l'a appris au collège, n'a pas de ressources minières, vit plus sur la fiscalité. Donc on doit trouver des stratégies. Malheureusement, avec les années 90 qui ont suivi la conférence nationale et des privatisations, je ne vais pas entrer dans le détail, beaucoup de privatisations. Avant, c'était des nationalisations de l'industrie. Il y avait une industrie, un tissu industriel qui va vous surprendre, permettait de fabriquer des vélos au Bénin, de fabriquer des radios au Bénin, de fabriquer du savon Palmida, société sucrière de Savet, de l'huile à boycon. Les plus anciens le savent, des usines d'engrais même à Dekongbe, c'est à Cotonou, proche de Cotonou-Calavi. Tout ça date de la Révolution et c'était nationalisé. Ça a été mal géré par la suite. La conférence nationale visait à réformer dans tous les secteurs, pas seulement politique, il faut le dire, pas seulement politique. La conférence nationale voulait réformer dans tous les secteurs économiques, culturels, éducatifs. Par la même, l'éducation aussi a été réformée. Voilà. Bilan de la conférence nationale, si on peut le dire, c'est que politiquement ça a réussi. Culturellement, déjà les libertés ont été remises, l'explosion des pluralités
d'expression culturelle. Je ne vais pas entrer dans le détail, la musique, tout ça, tout ça. Le vaudon a été réhabilité. Il faut savoir que sous la Révolution, toute pratique religieuse était restreinte, comme en Union soviétique. Pareil pour l'islam, pareil pour le christianisme et pour les religions endogènes, la spiritualité endogène, je vais dire. C'est à partir, sous Nicéphore Solo, M. Nicéphore Solo déjà, qu'il y aura un festival, WIDA 1992, la fête du 10 janvier, fête dédiée au vaudou, aux religions traditionnelles. La conférence nationale avait accouché de tout ça, en fait. Mais sur le long terme, pour analyser, l'élan économique n'a pas toujours été tel. Et ça, exactement comme pour la fin des années 80 avec la Révolution, les facteurs sont multiples, endogènes comme exogènes. Le fait qu'on utilise une monnaie telle que le franc CFA, qui n'est pas notre propre monnaie, n'est-ce pas? Et qui, même si c'était une monnaie commune, n'est pas adaptée aux économies africaines, a joué. 1994, sous Nicéphore Solo, d'évaluation du franc CFA. Bref, c'est pour citer des facteurs entre autres. Et on continuera. Mais également la mauvaise gestion qui a continué. La conférence nationale et ce qui a suivi n'a pas endigué la corruption qui était reprochée à la Révolution. Non, la corruption a continué, a même monté avec des scandales, de gros scandales. À la fin des années 90, début années 2000. Et le président Mathieu Kékou laissait faire. Parce que la plupart de ceux qui étaient mêlés dans ces scandales étaient des acteurs politiques dont il s'entourait pour essayer de maintenir ses cohésions nationales. Il ne pouvait pas faire autrement. S'il faisait des restrictions de liberté, on va dire, ah mon frère, qu'est-ce que tu fais? Il a respecté ça. Mais tout en prévenant, parce que le président Mathieu Kékou est connu au Bénin pour ses discours à l'intention de la population. Il provenait, une phrase que beaucoup de Béninois connaissaient, ces intellectuels tarés qu'il dit dans le contexte de vous êtes à la tête des institutions, vous devez participer à la progression du pays, vous n'avez pas à vous entendre, vous n'avez pas à faire des programmes, à mettre des programmes ensemble et vous pensez qu'à vous-même avant le pays. Et même s'il était le chef et qu'il n'a pas su vraiment gérer ça, il l'a dénoncé ouvertement, sans toucher à la cohésion nationale. Et le peuple l'a compris. Le peuple l'a compris. Le peuple béninois, après le départ de Mathieu Kékou, a vraiment compris que les acteurs politiques béninois étaient, je vais être poli, mais franchement, c'était pas ça, quoi. Beaucoup de scandales. Et après Mathieu Kékou, on va constater, déjà, c'était le cas sous M. Nicéphore Solo, qui est un homme de milieu de banque et finance, un banquier d'affaires, si je ne me trompe pas sur son pédigré, sur son background, et va chercher, pour l'élection 2006, à avoir du sang neuf à la tête du pays. Se débarrasser de la classe politique qui était, franchement. Et c'est ainsi, dans ce cadre, que le docteur Yaiboni, qui était président de la BOAD, excusez-moi, je ne me rappelle plus trop, mais qui était un connaisseur de la finance et de l'économie, est venu à la tête du pays, a fait 10 ans, et était censé relancer l'économie du pays, changer les systèmes, relancer le pays. Et après, en 2016, le peuple a besoin d'une nouvelle tête pour renouveler. Le peuple sait toujours quand il faut renouveler pour apporter du changement, un changement qu'il faut. Et c'est ainsi que dans ce contexte que le président Patrice Talon va venir, homme d'affaires le plus riche de son pays, le plus riche du Bénin, et qui n'est pas étranger à la politique parce que il a, comme tout le monde le sait, au Bénin, il a financé des partis politiques, notamment celui de son prédécesseur, n'est-ce pas? Et il est venu à la tête du pays parce qu'il se présentait à la suite d'un contexte donné. Dois-je revenir là-dessus? Bon, je ne sais pas s'il va en reparler. Et le peuple a entendu ce message. Et c'est en promettant au peuple un changement véritable suite à un deuxième mandat de son prédécesseur qui n'était pas très loin de ce que c'était sous le deuxième mandat de Mathieu Kékou. Le peuple a entendu le message et a voulu du changement, n'est-ce pas? À ce niveau, je voudrais m'arrêter et revenir un peu en arrière, parler à l'indépendance du Dahomey. Contrairement au Ghana de Kwame Nkrumah, contrairement au Congo belge, Congo Kinshasa, Congo Zaïre de Patrice Lumumba, il faut le dire, on n'a pas connu de figure politique forte qui s'est vraiment battue pour la décolonisation. Soyons clairs, nous Béninois, on n'a pas connu ça. On a connu des hommes politiques qui s'accommodaient de la France,
de l'ancienne puissance étrangère et qui, après, ont maintenu les coopérations. Je n'ai rien contre. Mais ça ne s'est pas bien passé. Mais je ne vais pas creuser un certain sillon donné. Mais on n'a pas connu. Demandez à un Béninois quel homme politique marquant, connu pour ses discours, déjà dès l'indépendance, qui ont marqué le paysage politique béninois, il n'y en a pas. On n'a pas un Kwame Nkrumah, on n'a pas un Thomas Sankara, on n'a pas de Patrice Lumumba, on n'en a pas eu. On a eu Mathieu Kérékou, mais c'est quasiment par accident. Et j'ai parlé de lui, il a montré son patriotisme. Mais ce n'était pas un visionnaire. Mathieu Kérékou a été un bon chef d'État, celui qui a imprimé cette identité, mais ce n'était pas un visionnaire en lui-même, je veux dire. Ce n'est pas lui qui vient avec cette idée à la Modibo Keïta au Mali, à la Sylvanus Olympio au Togo. Le Bénin n'a pas connu ça. Donc, sur le plan économique, il n'y a pas vraiment eu de grandes lignes directrices et de vision qui auraient été imprimées, qui auraient été récupérées dans l'héritage politique, je veux dire. N'est-ce pas? Et il faut dire que le pays, le Bénin, la boussole du Bénin a été surtout, à partir de 1990, sur la marche du pays de libéraliser, bien sûr. Mais il n'y a pas eu de vision concrète. Il n'y a pas eu de grande vision. Le Bénin, quelle est la grande vision économique du Bénin? On n'en a pas vraiment discuté. Et j'ai déjà cité les facteurs tels que on n'a pas de ressources minières. Le secteur du tourisme, c'est pas encore ça. Donc, il n'y a pas eu de vision, en fait. Il n'y a pas de grande vision. Mais ça, c'est pas un problème. La conférence nationale, on a discuté. On avait déjà établi, pas mis dans la Constitution, mais commençant sous la présidence de M. Nicéphore Soglo, démarrer des plans économiques de restructuration du pays suite à une économie qui était nationalisée et tout ça, socialiste et tout. Donc ça avait été proposé, pardon, qu'est-ce qu'on raconte? Oui, ça avait été proposé, des choses ont été mises en place, le pays a été relevé parce que down, up, ça s'est remonté. Après ça a stagné. Et si on s'inspire maintenant de notre vécu national, on devrait savoir qu'à un moment donné, si les hommes politiques béninois ont à cœur vraiment donc ce qu'on appelle le développement du pays, d'un pays avec l'économie dominée, ils devraient se mettre en place de vraiment faire l'état des lieux et de proposer, je ne vais pas dire une autre conférence nationale, mais de proposer vraiment un vrai état des lieux où on discute de quels sont les facteurs pour améliorer une économie. S'il n'y a pas que des facteurs qui ont directement trait à l'économie, je ne suis pas économiste, l'économie n'est pas mon point fort, mais plusieurs facteurs influencent là-dessus et des facteurs politiques, n'est-ce pas? Mais c'est un truc qui se définit dans un cadre politique avant tout et qui, après, est soumis au peuple, n'est-ce pas? Comme on l'a fait pratiquement dans notre histoire, notamment le point d'orgue à la conférence nationale. Et pour parler brièvement des pays industrialisés, j'ai en tête le New Deal du président Franklin Roosevelt lors de la période de la Grande Dépression des États-Unis, crise de 1929 et suite. C'est des plans qu'un parti politique est venu mettre en place dans le cadre d'un parti politique, démocrate en l'occurrence, approuvé par le peuple et toujours réélu, n'est-ce pas? Ainsi de suite, les conservateurs au Royaume-Uni sous Margaret Thatcher, qui était une conservatrice, avaient un plan plébiscité ou pas par le parti, par le peuple. La Chine, qui a un cadre différent, mais assez politique quinquennal, qui est issu de ces plans du Parti communiste chinois, qui est dans le contexte chinois, qui est quand même approuvé et qui, à la longue, a connu ses échecs, a connu ses réformes internes, a connu ses moments d'accident de l'histoire, grand mot économique en avant, la période Deng Xiaoping, la période fin années 80 qui était et après 1990, ces pays ont connu leur soubresaut économico-politique. Les deux vont de pair, notamment pour un pays comme la Grande Chine. La Russie, Union soviétique et Russie, c'est pareil. Mais ça, c'est des grands exemples. Si on prend un contexte africain, quel exemple puis-je prendre par exemple? Je prends le Botswana par exemple. Bon, mauvais exemple pour le Bénin, car le Botswana a connu à son indépendance un prince qui est devenu président qui, lui, avait une vision. Le diamant
trouvés dans le sous-sol du Botswanais, extraits, transformés sur place avant l'exportation. Boom économique, le Botswana, pays stable politiquement et économiquement. Les deux vont de pair. D'autres pays, Rwanda notamment, passent par des accidents de l'histoire pour finalement trouver un bon, mais dans leur contexte. Et qui ne peut être ou pas des modèles. Peut ou pas être des modèles. C'est important de le souligner et de revenir maintenant dans le contexte béninois que je tente de décortiquer, d'analyser, où il aurait fallu que les acteurs politiques fassent pareil. Et surtout qu'il y ait des visions. Et souvent, un homme de vision ou une femme de vision. Ça n'a pas vraiment été le cas. 2016. Monsieur Patrice Talon vient au pouvoir et, à la façon de son prédécesseur, Monsieur Aïboni, veut changer les choses, compte tenu de ce qui se passait des scandales et de ce qui se passait mal sous son prédécesseur. Et dans le cadre de M. Patrice Talon, actuellement au pouvoir, des relents de programmes d'action, de discours-programmes, mais vraiment dans un plan vraiment bien pensé, cadrant sur la gestion managériale d'une entreprise a été proposé. 2016, PAG, Programme d'action du gouvernement, décembre 2016, et mise en l'ensemble de ce programme, n'est-ce pas? Et comme vous le savez, toute réforme économique passe aussi par des réformes politiques. Et c'est là que nous entrons dans la dernière partie de cette vidéo qui est déjà assez longue. Mais je tenais à faire tout ce développement, tout ce très long développement pour en venir là. Et là, vraiment, je ne peux pas discuter parce que là, je parle seul, mais vraiment, c'est pour lancer maintenant la discussion et pour parler du contexte actuel, du contexte de ce dimanche, lundi soir, entre le dimanche et le lundi pour moi actuellement. Le président Patrice Talon est connu pour être l'homme des réformes et il a fait de ses 2 mandats sa patte de gouvernance, si je puis dire, sa façon de gouverner. Il a été, dans le cadre du PAG, il a été décidé des réformes administratives, salutaires, des réformes dans d'autres domaines notamment, et des réformes politiques si possible, si je me rappelle bien, pour mener à bien une relance économique pérenne du pays en accord avec sa position, sa géographie, sa géologie et ses potentialités intrinsèques en tant que pays africain, et ce qui peut être possible en ce début du XXIe siècle. Les réformes politiques pour être mises en place dans un pays sont assez difficiles. Et dans le cadre de la suite donnée à la conférence nationale de 1990 au Bénin, les décisions qu'un gouvernement, l'exécutif veut mettre en place doivent être comment le dire en français, doivent être appuyées par une assemblée, n'est-ce pas? Ça assure le contre-pouvoir. C'est ce qu'on nous a appris au primaire. Et ça, j'ai toujours bien retenu mes leçons du primaire en cela. Il est vrai que c'est pas toujours facile. Il est vrai que à la longue, et pour le vécu politique de ce pays, ça peut aboutir à des expériences de type, comme en France, 4e République, mais qui était totalement différent, où il n'y a pas de président, c'est les partis politiques qui font la vie du pays. Et quand il n'y a pas de cohésion au sein du pays, un pays en transition comme la France l'a connu après la Seconde Guerre mondiale, ça peut être difficile. Des colonisations qu'ils ont connues également. Pour venir dans le contexte béninois, mettre en place de telles réformes et vouloir aller suffisamment vite, comme l'a voulu le président Patrice Talon, nouvellement élu alors, il faut se mettre dans le contexte de la conférence nationale. Il faut se mettre dans le contexte de l'identité nationale du pays pour pouvoir le mettre en place. Si on ne le pense pas ainsi, est-on conscient des risques qui peuvent venir? Question posée. Sans rentrer dans les détails, nous tous savons sur le plan politique ce qui s'est passé à partir de la fin 2018-2019 jusqu'à cette année-ci. Je le rappelle, tel que je l'ai décrypté, la classe politique béninoise n'est pas la plus exemplaire en Afrique. Vraiment pas. Vraiment pas. Et vous pouvez le dire,
vous pourrez le décrypter vous-même, des scandales. Bref, vous connaissez les problèmes de la classe politique béninoise et ça se résume dans des questions très simples en fait et qui normalement aboutissent à des réponses simples mais qui ne sont jamais simples. Quel homme politique béninois vous inspire et pourquoi il vous inspire? Quel homme politique béninois de ces 35 dernières années vous inspire? Pourquoi il vous inspire? Qu'a-t-il fait de marquant durant son activité politique? Quelle vision avez-vous de lui? Quel modèle trouvez-vous de lui? Ce sont des questions simples qui, normalement, devraient avoir des réponses simples si, dans le meilleur des cas, la classe politique béninoise n'a pas toujours été à la hauteur de la tâche qui devrait lui incomber sur de nombreux points. Et des réformes sont nécessaires dans ce point. Mais ne doit pas se faire dans un souci de cohésion nationale et surtout de référencement au peuple. Telles sont les questions qu'on devrait se poser. Est-ce que cela a été le cas? Est-ce que cela s'est agi ainsi? Question ouverte. Et c'est ce qui amène donc finalement à beaucoup de choses qui sont passées, notamment ces 5 dernières années. Et je ne suis pas en train de faire cette vidéo pour soutenir un camp ou un autre, pour faire l'apologie de coup d'État, pour faire l'apologie d'une façon de diriger. Pas du tout. C'est de rappeler l'histoire de notre pays, comme je le disais en entame de la vidéo, de rappeler les faits marquants de notre histoire, de rappeler les jalons de cette histoire-là, et de maintenant commencer par poser les vraies questions. C'est quoi notre identité nationale et comment bâtit-on la progression du pays, le développement économique, comme on aime bien le dire, en accord avec ces cohésions. C'est ça qui fait l'identité d'un peuple. C'est ça qui, comme je l'ai dit précédemment, aboutit aux grandes nations. Ce n'est pas toujours facile. Et je rappelle le contexte de nos pays africains, pays anciennement colonisés. Et là, un contexte où il n'est pas facile de s'affranchir de contexte géopolitique. Pour m'en limiter à cela, et aussi de reliquats de ce qui a été laissé, il faut le dire, par ces colonisations qui, en fait, n'est pas aussi lointaine que ça. Et rappelons-le, l'ancien colonisateur est toujours dans les parages en tant que coopérant. Et ne faisons pas la langue de bois, on l'a vu déjà dans l'histoire du Bénin, Dahomey, que la tentative de coup d'État pilotée de l'extérieur par des exilés politiques béninois. L'ancien président Émile Denis Zissou, et en collaboration avec des pays africains normalement amis, le Gabon, le Maroc, des dissidents guinéens, avait abouti, cette tentative était un moyen de interférer sur la dynamique d'un pays souverain, la République populaire du Bénin à l'époque, soutenu par la France de Valéry Giscard d'Estaing, par le très célèbre mercenaire français Bob Denard. Ça c'est vraiment ce qu'on peut voir et qu'on peut dire encore aujourd'hui. Avant cela, des recherches en fait, si vous fouillez dans les archives, vous saurez que les acteurs politiques d'avant les années 70, 1972, étaient liés au réseau de M. Focard. La France-Afrique, n'est-ce pas? C'est juste un aspect pour dire que tout cela est vraiment difficile. Et ça doit être exposé à la population, ça doit être exposé au peuple par ces différentes organisations civiles, organisations de la société civile, patronat, partis politiques, mais vraiment dans une logique telle qu'elle a déjà marché pour nous, telle qu'elle a marché par le point de culmination qu'est la conférence nationale, dans des modèles qu'on peut toujours réinventer. Mais il est difficile de vouloir mettre en place de telles réformes en ayant une vision occidentale, matérielle et capitaliste en fond. Je suis l'un des critiques du concept du développement qui vise avant tout, c'est vrai, c'est ma propre critique, et j'attends vos retours là-dessus, j'attends vos désaccords là-dessus. Mais un pays avec son modèle qu'il arrive à définir, avec ses échecs et ses succès, mais quand même avec sa base,
des pays comme la Corée du Sud, le Japon, ont connu leurs échecs comme le succès. On sait très peu que les succès nippons après la Seconde Guerre mondiale se sont couplés avec des phases pas très très jolies. Natalité régressive, euh, un vécu individuel dans un pays très industriel comme le Japon qui n'est pas toujours les plus roses, en dépit de l'image idyllique que beaucoup de personnes ont du Japon, c'est pour prévenir. Pareil que la Corée du Sud, un pays qui s'est remis également de la guerre, mais une guerre vraiment subie pour les deux Corées, et qui a quand même su se remettre par des dirigeants qui avaient des visions. Ça s'est fait dans les accidents de l'histoire, coup d'État, tout cela, mais ça a fini par être adopté progressivement par le peuple, n'est-ce pas? Et un pays comme la Corée du Sud a connu des coups d'État en cela et continue de connaître des soubresauts jusqu'à aujourd'hui. Et pour ceux qui suivent les actualités internationales, c'est partout pareil. Et ce qui est bien pour nous Africains, et je vais terminer sur ça, c'est qu'on est encore dans cette étape où on peut voir ce que les autres ont fait avant nous. Les Asiatiques notamment, qui ont connu un vécu pareil. Eux aussi, ils ont connu peu ou prou des colonisations particulièrement similaires. Vietnam, Malaisie, Myanmar, Laos, j'en passe. Voir comment ils ont fait et ne pas tomber dans les mêmes travers. Ne pas chercher... On cite souvent des pays d'Asiatiques qui ont connu des booms économiques. On les cite, c'est des modèles. On ne cherche pas encore à savoir comment politiquement ils se sont arrangés. Et quel était leur background social également. Quelle était leur cohésion sociale également. Il est très important de rappeler tous ces modèles, tout ce qui va avec, et en discuter nationalement pour savoir quoi faire. Je vais m'en arrêter là, vraiment pour ne pas être très long. C'est à cela que je voulais aboutir. En m'adressant à vous, mes compatriotes, la vidéo sera suivie, je l'espère, par des non-béninois, mais fous. Vraiment, les béninois, si vous me suivez, des amis, des gens qui ne me connaissent pas, des gens plus jeunes que moi, des gens plus âgés que moi, des gens qui ont meilleure connaissance que moi sur des choses que j'ai abordées, pour qu'on en parle et qu'on ne reste... parce que vous le savez, on a besoin de parler en cette période, notamment parce que nous sommes dans une période préélectorale et nous savons le contexte actuel. Et ce qui s'est passé à la tête des acteurs politiques majeurs actuellement. Nous avons besoin de parler, nous avons besoin de revenir. Et je termine vraiment là-dessus. Il n'est pas facile de bâtir un pays. Il n'est pas facile de mettre en place un modèle, une vision. Il n'y a pas de pays modèle. Les États-Unis ne sont pas un modèle. Ce n'est pas un modèle de vivre de l'esclavage des autres. Ce n'est pas un modèle de chercher à avoir des bases militaires un peu partout dans le monde et d'exploiter tout le monde. Ce n'est pas un modèle de créer des inégalités sociales monstres. Ce n'est pas un modèle d'être la France. Ce n'est pas un modèle d'avoir fait de la colonisation pendant des siècles, 200 ans et bien plus avant, d'avoir profité de l'esclavage, de continuer de mener un schéma néocolonial très connu, très documenté. Pareil pour la Grande-Bretagne, pareil pour la plupart des puissances majeures européennes. Ce n'est pas un modèle d'être la Russie. Ce n'est pas un modèle non plus. La Russie n'est pas un modèle. Elle a son vécu, mais ce n'est pas un modèle. C'est pas un modèle. Elle-même, elle est en progression. Le président Vladimir Poutine finira par partir. Nul n'est éternel. Il finira par partir. Ce sont les Russes eux-mêmes de résoudre la progression sociale. La Russie est un pays jeune dans la Russie moderne. Elle est née en 91, après l'Union soviétique. Bon, elle a son vécu en tant qu'empire, en tant que... Les Russes le savent, mais la Russie actuellement, l'État actuellement, vraiment, est en progression. Elle n'est pas un modèle. Elle est son modèle, mais elle n'est pas un modèle. Il n'y a pas de modèle pour chacun d'entre nous. C'est à nous de définir notre modèle en fonction de notre vécu. Et c'est ça, mes chers amis, le message que je tiens à passer. Il n'y a pas de modèle à dire qu'il faut faire ceci, il faut faire cela. Le modèle, le seul modèle pour une nation qui se veut en construction, c'est de définir ses bases, de se rappeler de son histoire qui est continuelle et de décider de le faire ensemble. Et en tant que pays africain, le Bénin, nous avons des multiples proverbes dans notre vécu. En fait, je disais tout à l'heure que je suis de nation fond, d'ethnie fond. Je dirais plus je suis de culture fond, tout point. Je suis béninois, je fais partie de la nation béninoise, je suis amoureux de mon pays. Je sais puiser autant dans ma culture fond, de base, que dans la culture yoruba dont je suis très amoureux, et d'autres cultures de mon pays également. Et c'est ça qui va permettre
de forger cette identité béninoise, que l'on soit tombé, qu'on ne le sache pas les accidents de l'histoire dedans, mais nous y sommes et nous le revendiquons. N'est-ce pas que nous revendiquons cette identité béninoise? N'est-ce pas que nous y travaillons? Alors il faut qu'on fasse les efforts pour y arriver. Ça passe par le dialogue, ça passe par la cohésion et ça passe par le rappel constant de cette histoire. Mes chers amis, merci de m'avoir écouté. Cette vidéo vraiment vise à faire un rappel, à revenir sur des aspects dont on ne discute pas assez, et surtout en ce moment que je ne vois vraiment pas quasi inexistant. Et je voulais profiter de de cette situation. À l'heure où je suis en train de tourner, je ai vu le décalage, avec moi je suis dans un pays qui a GMT plus 9. Je ne sais pas quel est l'outcome de ce qui s'est passé au matin du dimanche 7 décembre 2025 chez moi, mais dans un état de désolation après tout ce qui s'est passé cette dernière année ou cette année et demie passée, en me rappelant l'histoire de mon pays, j'ai voulu exposer avec vous et que ça soit un testament, que ça soit quelque chose qui soit posé là, et surtout pour ceux de ma génération, pour qu'on parle de notre pays, pour qu'on sache en discuter et qu'on reste dans des clivages, que l'on évite des clivages, que l'on évite des propos importés et que l'on parle la langue du Fa, qu'on parle la langue du Vaudou, qu'on parle la langue du Bénin. Merci. Il vaut mieux perdre le temps et trouver une solution juste à ces problèmes que de vouloir gagner le temps et perdre sa vie ou faire perdre la vie aux